Je fais la soirée avec vous, en fait. Je suis là avec vous. Le son, il me saoule en même temps que vous. Moi, je fais partie des gens qui laissent les sons un petit peu plus que 30 secondes parce que j'aime m'enjailler dessus. Et parfois, ma partie préférée du son, c'est le deuxième couplet. Hello tout le monde. Salut la famille. Hello. Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment, qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez la chanson, c'est ton nouveau podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. Le rendez-vous est donné, c'est tous les dimanches à 18h, un nouvel invité, un nouveau sujet. On espère que tu kiffes. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast, donc abonnez-vous, donnez-nous de la force, ça nous fait hyper plaisir. Et n'oubliez pas, si vous voulez participer à la saison 2 de C'est comment, qui va arriver très prochainement d'ailleurs. Déjà, et vous nous envoyez un petit mail à c'estcommentlepodcast@gmail.com. On étudie votre candidature et puis on vous rappelle. Voilà, merci beaucoup. Pour ce tout nouvel épisode, on accueille une invitée grandiose. Vous allez découvrir le personnage. Moi, personnellement, j'ai adoré lors du pré-entretien. Alison. Coucou. Hello. Vous allez bien ? Ça va et toi ? Pas trop stressée ? Non. J'ai super hâte de faire ton épisode. J'avoue, petite féministe que je suis, j'aime bien quand c'est des femmes. J'aime bien. Et aussi, tu as une histoire qui est quand même assez singulière, je dirais. Tu as un parcours de guerrière. C'est vraiment le terme que j'ai utilisé lors du pré-entretien et je tiens encore à le souligner aujourd'hui. Tu as vraiment un parcours de guerrière. Tu exerces un métier qui est quand même prédominé par les hommes, encore aujourd'hui. Et on a plein de questions pour toi. Comme vous le savez, je fais en début de chaque entretien un récapitulatif des faits afin que vous puissiez comprendre le sujet de notre interview. Aujourd'hui, on va donc parler de Alison. Alison, tu es née au Congo. Tu pars vivre en France à l'âge de 4 ans suite à l'éclatement de la guerre civile. Du coup, c'est un énorme traumatisme pour toi. Le déménagement se fait en 30 minutes, tu nous l'as dit. Ça a été vraiment... Voilà, je n'ai même pas envie d'utiliser des mots parce que je ne sais pas ce que c'est. Et je laisserai chaque personne ayant vécu cet événement pouvoir mettre vraiment des adjectifs par rapport à cela. Mais je ne me permettrai pas. Mais en tout cas, voilà, c'était un événement très traumatisant pour toi. Tu pars vivre en France avec ta maman. Tu es fille unique, il faut quand même le dire. Et tu grandis en France. Bon, tout va bien. Tu es une enfant assez sage, pas pour autant silencieuse. Tu sais quand même t'affirmer, mais elle est cute. Elle est sympa. Alison, elle est sympa. Ta maman, elle a un métier qui lui permet de voyager. Tu vas vivre à Hong Kong pendant 6 ans, à l'âge de 16 ans à peu près, à l'entrée du lycée. Là-bas, tu nous as dit que tu allais exercer notamment le métier de RP. Donc, c'est tout ce qui est travailler dans les boîtes de nuit. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. T'aimes bien ce monde-là, déjà ? J'aime bien. T'as toujours eu une appétence pour la musique. T'as toujours grandi un peu dans un environnement musical. Ça, tu nous l'as dit. Au collège... On va chercher les nouveaux sons sur l'iPod d'Alison. Parce qu'elle a toutes les rêves. Tout va bien. Donc, la musique fait toujours partie de toi. Tu rentres en France. On annonce à ta maman qu'elle a un cancer généralisé. Tu as à peu près 20 ans à ce moment-là quand on t'annonce cette nouvelle. Elle se bat pendant 2 ans. Malgré le fait que les médecins lui disent qu'elle n'a que 2 semaines à vivre. Elle se bat pendant 2 ans et demi. Elle décède à l'âge... Toi, tu as l'âge de 22 ans au moment où tu perds ta maman. Et tu fais des études de droit et ça crée un bouleversement en toi, bien sûr, qui fait que tu arrêtes tes études de droit. Et là, tu vois une affiche et tu te dis, mais en vrai, le DJ là... Let's go devenir David Guetta, en fait. J'ai toujours aimé la musique et tu te dis, pourquoi pas ? Tu t'inscris. Tu fais la formation, ça marche dès le début. Au bout de 1 mois, tu as ton premier contrat. Il y a aussi, tu nous l'as dit, le fait que vous étiez 2 filles, je crois, dans l'école. Donc, l'école était un peu en mode...
Les filles, On était venez, trois- venez. C'est ça, on était 3 filles et on avait toutes des goûts différents et les garçons qui étaient dans l'école avaient des goûts différents aussi. Donc, cette boîte qui est venue chercher des DJ, c'était un peu qui a envie. Donc, ouais, l'école nous a poussés à accepter et à se lancer un peu, mais tout le monde n'était pas chaud. Mais toi, t'as vraiment trouvé ton univers. Ça marche très, très bien. Tu fais ta formation. Il y a une boîte qui clairement te débauche, qui te dit on te veut. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que tu exerces le métier de DJ. Hier soir, les gars, Bon, on a tout donné. on a zouké. Déjà, moi, je suis une grande zoukeuse. Mais pas zoukeuse, hein. Juste caliente, tout ça. Mais quand je vous dis Alison, elle est chaud. Elle est chaud, les gars. Vraiment. On vous mettra toutes les infos. Toute la soirée, c'était pas. Vraiment. Toute la soirée. Vraiment. Donc, 8 ans que tu exerces le métier de DJ. Et j'utilise pas le terme DJ, mais on aura le temps de revenir sur cette expression. Tout va bien. Tu as des rêves plein la tête. Tu as des ambitions plein la tête. La question qu'on te pose aujourd'hui, c'est comment d'être DJ, tout simplement. Dis-nous tout. On veut tout savoir. Accrochez-vous. Soyez prêts parce que cet épisode va être incroyable et comme d'habitude, c'est moi qui ouvre le bal. Bien Vas-y. évidemment. Alors, on va remettre un peu de contexte quand même avant de commencer cet épisode. Moi, Alison, là-bas, je ne te connais pas. Je vais souvent au Pub Saint-Germain, pour ceux qui connaissent, avec des amis à moi. La piraterie, d'ailleurs, à qui je passe un gros big up. Et un jour, je rentre et je vois là une DJ qui, je sais pas, tu dégages un truc, t'es pas comme les autres. Tu mets des bons sons, je vois que tu t'ambiances avec les gens, je vois que t'as l'air vraiment passionné par ce que tu fais. Et moi-même qui suis dans la musique, je me dis, ok, cette fille, elle a quelque chose, tu vois. À ce moment-là, j'ai pas encore l'idée de t'inviter dans le podcast. Voilà, je sors du club, je me dis que j'ai passé un super moment, je reviens, je te revois, je repasse encore une bonne soirée et je réitère l'expérience, je sais pas, peut-être une dizaine de fois. Et un jour, tu mets un son, DJ Tassouman d'ailleurs, pour les Ivoiriens qui connaissent, de Mayway. Et là, j'entends son et je suis en mode, ok, bon là, je la kiffais déjà, mais là, elle me met un son que je ne connais pas, parce que je connaissais pas du tout ce son, que je trouve incroyable. Grosse force aux Ivoiriens d'ailleurs, parce que vous avez fait un putain de banger. Et je me suis dit, ok, elle a une vraie culture musicale, elle sait même nous proposer des sons qui datent, parce que c'est un son qui est sorti il y a longtemps. Hein. Et je me suis dit, elle arrive à me faire kiffer un son ivoirien qui date de je sais pas combien d'années, et je me suis ambiancé comme jamais, et je crois que c'est vraiment là que j'ai eu le déclic et que je me suis dit, je vais en parler à Cassie, on va peut-être la faire venir dans le, dans le podcast, et du coup voilà, tu es avec nous aujourd'hui. Et moi, la première question qui m'est venue, donc forcément quand tu nous as partagé ton histoire, c'est... T'as toujours baigné dans la musique, mais comment ça se fait qu'à seulement 22 ans, tu décides de devenir DJ ? Pourquoi ça s'est pas passé avant ? Et forcément, ça a fait quoi avec moi qui suis chanteur-rappeur ? Moi, je me suis mis dans la musique à 17 ans, mais je me suis levé un matin et je me suis dit, faut que je sois dans la musique, tu vois. Et quand je prends du recul, je me dis, mais j'aurais dû être dans la musique depuis toujours, parce que mes parents ont grandi là-dedans, Cassie, elle écoutait tout le temps de la musique à la maison, c'est comme une évidence. Mais pourtant... Beyoncé du bled. Beyoncé du bled, elle est là, elle m'a fait bercer dans tous les sons R&B, hip-hop, etc. J'ai grandi dans plein d'influences musicales et aujourd'hui, je suis un artiste et je me dis, bah, c'est logique. Mais pourtant, ça a pris 17 ans. Pourquoi toi, ça en a pris 22 ? Je pense que j'avais vraiment pris pour mission de rendre mes parents fiers. J'avais vraiment pour but de réaliser leurs rêves, en fait. Et ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, ils me voyaient comme avocate, femme d'affaires, parce que j'étais goût de luxe. Donc, genre, il faut que tu fasses de l'argent. T'as pas le choix. Toi, comme ma ça. petite, il faut que tu gagnes de l'argent. C'est ça, j'ai été poussé par chacun d'entre eux à prendre des décisions sur le long terme, mais importantes. Et par exemple, quand on arrive en 4e, je crois, on peut choisir une LV2, en plus de l'anglais et tout. Et moi, je voulais faire espagnol avec mes potes, en fait. Et ma mère, elle avait reçu la lettre qui demandait quelle langue avant de me le dire. Elle avait coché mandarin chinois. Elle avait pris des décisions sur le long terme. Décision Pour moi, discutable. Hein. Et moi, je suis arrivé à la rentrée. On m'avait même pas dit que c'est... Moi, je n'avais rien compris. Je savais même pas qu'on devait choisir une langue, en fait. Et c'est arrivé à la rentrée que j'ai entendu tout le monde parler de la fameuse langue en plus. Donc, je suis allé dans la classe d'espagnol avec les autres parce que c'est ça que je voulais faire. J'avais pas compris qu'en fait, on avait déjà répondu pour moi. Et que c'était pas la bonne classe et qu'il fallait que je fasse du mandarin. Donc, du coup, ils ont toujours voulu... Ma mère, elle m'a dit, t'inquiète, l'espagnol, c'est plus facile. Le mandarin, t'as besoin d'un prof. Bon, ça faisait beaucoup de sens. Et leur but, c'était que j'y arrive, que je manque de rien, que j'ai besoin de rien. Et il y avait quelque chose dans leurs yeux quand ils parlaient de moi, avocate. Ils me voyaient en costard, faire des choses importantes et tout. Et puis moi, ça m'a plu aussi. Les études, vachement moins.
Ouais. Bah, En fait, tu dirais que eux, ils t'ont tracé un parcours depuis le début. Ils ont essayé de te brider, de te filtrer, mais au final, le cœur, la passion pour la musique a fini par exploser les remparts qui étaient là. En vrai, ouais, mais ils m'ont pas vraiment bridé. Ils m'ont jamais empêché de pratiquer les arts qui me plaisent. J'aime dessiner, j'aime faire de la musique, j'aime en jouer, j'aime en écouter, j'aime en découvrir. Il y a des millions de choses qui m'intéressent. Ils m'ont jamais bridé du tout. Justement, j'ai grave grandi dans une famille qui déversait de l'amour sur moi non-stop. C'était plus... c'est ce truc dont je manque, en fait, la discipline. La discipline de respecter tes choix de A à Z. Tu te lances pas dans des écoles, dans des études sérieuses de droit si tu comptes pas aller jusqu'au bout, si tu comptes pas réviser, si t'es pas un minimum passionné. C'est comme la médecine, c'est comme beaucoup d'autres métiers qui font que si t'es pas la musique, si t'es pas passionné, tu vas nulle part. Peu importe le nombre d'écoles, peu importe les meilleurs profs du monde. Si c'est pas ça que tu veux et que c'est pas en toi, ça va pas décoller, entre guillemets. Et le droit, moi, je passais les années de droit et je validais grâce à l'anglais. Et au bout d'un moment, même moi, je me suis dit, mais quel imposteur! Quelle escroquerie! On va où, là? Parce que je me suis dit, en fait, je crois qu'il y a ce truc qui s'est passé et qui m'a vraiment fait réaliser que ça va pas le faire. Ça va pas être possible, les gars. En fait, en plus, à ce moment-là, du coup, c'est à ce moment-là que ma mère était malade et du coup, j'avais ça à la maison. J'avais ces études de droit qui me passionnaient pas, mais qui étaient très intéressantes. Je suis intéressée par beaucoup de choses, je suis très curieuse. Et vraiment, un cours sur deux était passionnant. Et je pouvais en reparler, le réexpliquer et tout, ça rentrait. Mon cerveau fonctionne super bien, je suis une éponge depuis que je suis petite. Mais en faire mon métier, passer ma vie à faire ça, non. Et Facebook a bien fait son taf. Et c'était genre, nous, on a des écoles de DJ. Et j'étais genre, trop bizarre. Donc, il y avait genre une pub pour des mangas que je regarde pas, une pub pour aller dépenser du cash sur AliExpress. J'ai pas besoin. Et une école de DJ. Comment ça? Et genre, ouais, ça m'a piqué. Je me suis renseigné, j'ai regardé, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 types d'écoles de DJ en France. Il y en a plusieurs, mais il y en a 2 qui ont vraiment des formations d'État, à la fin desquelles tu as un diplôme. Il y en a une où tu es en alternance et il te faut un patron pour rentrer. Et c'est lui qui prend en charge en fait tes études. Après, tu lui dois un peu bon et loyal au service, quoi. Tu vois, après, t'es d'Artagnan et c'est parti. S'il veut te garder 4 ans dans cette boîte, peu importe où elle est, peu importe c'est quoi, tu seras là pendant 4 ans et tu vas rien dire. Ça m'intéressait pas. Et l'autre option, c'était tu payes pour ton école, mais t'appartiens à personne. Tu fais ce que tu veux. Et c'est celle-là que j'ai choisie, parce que c'est ce qui résonnait le plus avec moi. Je n'ai absolument rien à dire sur l'autre école, mais j'avais envie de prendre cette édition-là et de rien devoir à personne, de faire moi-même et de voir où ça va. Et on a l'impression aujourd'hui que finalement, tu as choisi le bon chemin. Tout à fait. En vrai, tu kiffes, tu fais ta passion. Et comme elle a dit Cassie, donc du coup, tu intègres cette école, tu valides les étapes, tu commences à mixer. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que tu ressens la première fois que tu mixes ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Est-ce que tu peux un peu nous recontextualiser vraiment ton ressenti au moment où là, tu prends les platines, il y a des gens et tu dis, ça y est, c'est mon tour, c'est maintenant. Avant l'école, avant tout ça, j'ai commencé l'école en septembre et en juin, c'était la fête de la musique. Et ma meilleure pote, elle avait un bar à ce moment-là avec son copain. Et son beau-père avait un pick-up. Et moi, je m'étais offert une grenouillère crocodile avec les boutons, la capuche, la queue de 1m10 derrière et tout. en pilou-pilou, tu vois. En pilou-pilou, attention. Ouais, comme ça. Pour rester à la maison. Exactement. Elle l'a vu. Elle a vu le pick-up. Elle a vu mes platines et elle a fait un triangle d'information. et elle a décidé que c'était ça. Et du coup, c'était la première fois que je mixais devant d'autres gens que mes copains chez moi. Et on a branché mon contrôleur qu'on a mis sur le toit de la cabine du pick-up. Moi, j'étais debout dans le pick-up. Et c'était la fête de la musique et je mixais dans la rue. Et j'ai gardé les gens, ils étaient contents et tout. Mes transitions, elles étaient éclatées. Genre, tu vois, Avec le recul. Avec le recul. J'ose pas demander si quelqu'un a des vidéos ou des souvenirs de ça. mais j'ai été stressée de ouf. Vraiment, genre... je me souviens, genre les genoux qui claquent, les dents, tout et tout, la panique. Et en même temps, pas du tout envie de pas le faire. Genre vraiment, c'était plus fort pour moi d'avoir envie de voir
ce que j'allais ressentir une fois debout sur le pick-up avec des gens qui me regardent comme ça. C'était ça l'important pour moi. Et du coup, I did. Est-ce que tu avais l'angoisse de ton costume? De ce qu'ils allaient dire de ton costume non, de justement, croco? en fait ma meilleure pote, c'est un génie. Et en fait, elle avait capté que je paniquais intérieurement de ouf. Et en fait, elle était là, genre, ben oui, mais du coup, ils vont voir le crocodile. Ils vont pas voir toi qui as peur. Donc au final, elle avait raison Donc, de te dire de mettre... Et le crocodile, bien sûr. Et ça, au final, à ce moment-là, je pense que moi, je devais être fier de ma presta. Hein, tu vois, bon, c'était à 8 ans, mais je devais être fier de ma presta. Mais surtout, ça m'a dédramatisé tout. Pour moi, ça m'a permis d'être là en mode... De toute façon, s'ils n'ont pas aimé la transition, je suis un crocodile. I'm not saying I'm a DJ, je suis un croco. Je suis un croco, les gars. Donc là, c'est la première fois au final où tu mixes devant des milliers de... Enfin, des centaines, en tout cas. Je vais peut-être pas avancer sur des milliers, je sais pas, mais en tout cas, des personnes que tu ne connais absolument pas. Comment est-ce qu'on gère le regard des autres? Bon, ok, t'étais en croco, mais là, aujourd'hui, comment est-ce qu'on gère le regard des autres, des gens qui finalement jugent... En fait, tu vois clairement comment les gens jugent ton travail. Parce que tu vois s'ils dansent ou pas, si la piste se vide ou pas. Donc, je dirais que le regard des autres, il est vraiment palpable. Comment est-ce qu'on le gère, ça, en tant que DJ? C'est comme pour tout, en fait. C'est des informations que tu classes après. Et après, elles peuvent t'indiquer et t'aider à faire autre chose, à faire les choses différemment. Au début, je crois, ma première soirée, vraiment, où j'ai tapé 6 heures de set... je me suis assis derrière mes platines. À la fin, je me suis assise. J'avais tout donné. Et pas parce que ça n'a sûrement pas l'air d'être un métier qui fatigue. Mais en fait, il y a de la musique qui est forte dans tes oreilles toute la soirée. C'est pas badakamètement fort. En fait, il y a les enceintes qui font que c'est fort à l'extérieur. Donc, si tu veux avoir une idée plus précise de ce que tu fais, il faut que ce soit plus fort dans ton casque. Il y a des gens qui vont te parler. Si tu as de la chance, personne ne va rien te demander. Je suis très heureuse. Je m'en sors parfois où il n'y a personne qui me demande de musique. Incroyable. Et il y a des soirs où ils veulent tout ce que tu voulais pas mettre. Et en fait, dans les premières soirées, c'était ça, quoi. C'était... moi, je veux absolument... En plus, moi, je suis un people pleaser depuis que je suis petite. Tu vois, genre, que tout le monde y soit content. Mauvais métier, du coup, tu vois. Ouais, pas bon, là. Ça m'a vraiment fait. Au début, je me pliais en 83 pour les gens. Je voulais absolument que tout le monde soit content. Ça avait pas trop de sens, du coup. Mais ça marchait, je les gardais parce que je suis sympa, parce que je leur souris, parce que, bah, quand même, j'étais à l'école, je savais ce que je faisais. Et puis, au bout d'un moment, tu sais lire ta piste, tu sais lire les infos, tu sais savoir quand ça se vide parce que ça allait fumer, ça se vide parce qu'il y avait la place au bar, du coup c'est là-bas, ça se vide parce que c'est nul. Il y a des millions d'options. Donc, tu as vraiment appris à dealer avec le regard des autres, si je comprends bien, et à même, en fait, être OK et à analyser ce qui se passe justement dans la foule. Comme tu l'as dit, est-ce que c'est parce que l'ambiance est nulle? Est-ce que c'est parce que le bar, des places se sont libérées? Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ton métier et c'est OK. Et du coup, ça t'aide justement à t'améliorer, j'imagine, en permanence. J'avais une petite question aussi pour toi. Comme je l'ai dit en introduction, le métier de DJ, il est quand même vachement dominé par les hommes. C'est comment d'être une DJ femme? Et du coup, on va pouvoir parler du terme DJ, que je sais que tu n'aimes pas. Comment on s'impose dans ce milieu? Chaque nana aura une histoire différente à te raconter. Si elle pouvait toutes venir et te raconter comment ça se passe, le taf pour elle dans un monde d'hommes. La réalité, c'est que j'ai de la chance. J'ai une équipe de DJ qui est composée d'hommes et de femmes. On est très peu de femmes, genre on est 4. Sur une trentaine d'artistes. On a de la chance, on est entouré d'hommes compétents et bien élevés et gentils qui ne nous font pas nous ressentir comme différentes. Mais justement, quand les dates sont extérieures à cette famille, groupe de DJ qu'on a, parfois on arrive et ils ne savaient pas que c'était une fille qui arrivait. Et du coup, ils sont genre, ah. Là, le A, il veut dire ou tu vas être éclaté, il y a beaucoup de chances que tu sois éclaté, ou tu vas m'impressionner. Mais bon, c'est mieux si t'es jolie, parce qu'il y a très peu de chances que tu m'impressionnes. Et c'est là que moi, c'est mon moment préféré. Où tu fais tes preuves et tu leur montres que le talent est là. En fait, leur montrer que je sais pas qui t'a dit les trucs que tu sais, mais c'est faux, mec. Vraiment. Et
tout ce que tu vas gagner en regardant quelqu'un mal alors qu'il arrive pour la première fois sur ton lieu de travail, parce que c'est son lieu de travail pour la soirée. Ne pas accueillir bien quelqu'un à cause de son sexe, c'est chaud. C'est chaud pour toi. Ça en dit long sur toi. Et j'ai eu beaucoup de chance. Après, c'est peut-être parce que je suis grande, je fais 1m80. Je suis un petit... Je sais, on m'a dit, je suis un petit peu intimidante et tout. T'es charismatique vrai, quand même. En vrai, je suis grave un nounours guimauve, tu vois. Mais la vie et les expériences et le regard des autres ont fait qu'on aime bien la carapace un petit peu de temps en temps. Et la carapace, elle marche vachement bien. Et du coup, quand on arrive et qu'on part du principe que je vais être éclaté, c'est la carapace qui rencontre. Et la carapace, généralement, ils se permettent pas de dire des choses. Ils sont un peu là en mode... Parfois, je suis la plus grande qu'eux. Donc, ils sont là en mode... Ouais. Tu vois? Ils ne vont pas me dire... tu vas jouer quoi, toi, ce soir, à ta petite soirée? Non, it's gonna be a big party. Big girl. Et voilà, donc du coup, c'est difficile et en même temps... je sais pas si cette phrase, elle est correcte ou entendable. Peut-être c'est avec beaucoup de violence que je dis ça. Mais il y a des trucs qu'on peut pas faire. Chaque individu a ses propres limites. T'as les épaules pour des trucs, t'as pas les épaules pour d'autres. Il y a des choses qui vont être plus faciles que d'autres. Il y a des choses qui vont, toi, te toucher, alors que ça a touché personne d'autre autour de toi. Et ben moi, pour le coup, je fais partie des femmes qui ont eu de la chance, parce que peut-être élevées par un grand-père général d'armée, on ne sait pas. Mais j'ai pas trop laissé le choix ou la place aux gens de s'exprimer sur ce qu'ils pensaient que j'allais être avant que je leur montre. Donc, parfois, je les vois, c'est pas un truc qui m'arrive souvent, mais je les ai vus parler entre eux, ou tu vois, t'arrives quelque part et tu vois le staff en mode, ah putain, mais c'est une fille. Et tu les vois de loin, se dire, ah putain, mais c'est une fille. Tu sais pas ce que ça veut dire. C'était quoi? C'est positif, c'est pas positif. Pourquoi t'as chopé ton collègue pour lui dire ça, en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une fille. Fais attention. Ça va être bien, ça va être de la merde. Et tout le monde se permet d'avoir un avis sur tout, de toute façon. Donc, à part mettre des œillères et faire ton taf, tu peux rien faire. Donc, le regard des autres qui faisait mal, on le met dans la poche, on s'en sert, hein, on lit la piste, on va dire, tu regardes mal. Attends, dans 2 chansons, toi, je te fais danser et tes potes, ils vont dire, bah alors, ta panique, elle était pas bien en 2 minutes. Je joue pour ça. Allez, tiens. Je joue pour ça. Je joue pour que... Ce que je comprends depuis le début, en fait, avec toi, c'est une histoire de confiance. Moi, je sais ce que je fais. Je connais mon travail. Let's go. Et que ce soit parce que tu me regardes parce que je suis une femme, parce que tu me regardes parce que t'aimes pas, ou j'en sais rien. Moi, je sais ce que je fais et j'y vais. Maintenant, tu prends pas. C'est la même, c'est ça. Et j'ai envie de rebondir sur un truc que t'as dit tout à l'heure quand tu parlais de ta carapace, parce que, bon, vous savez, chez C'est Comment, j'aime bien poser des questions un peu love to love et tout, là. Et t'as dit, voilà, je fais 1m80, je peux être un peu impressionnante. Justement, on sait qu'il y a des métiers, voilà, c'est comme ça, où... que des femmes exercent, et c'est plus impressionnant que d'autres. Peut-être, je pense que le métier de DJ peut être un peu impressionnant pour les hommes. Est-ce que tu ressens ça? Est-ce que tu as l'impression que, entre guillemets, tu peux faire peur à la gente masculine? J'adorerais te dire, je leur fais pas peur. Mais tu leur fais peur. Mais je crois que, sans parler de peur, tu vois, c'est pas une histoire d'ils me craignent. Oui. Tu vois. C'est un peu là, genre... Mais je vais faire quoi, moi, du coup? Mais les gars, arrêtez, hein. Non, mais là, je prends le micro. Pardon, Alison, je te coupe. Les gars, arrêtez. En fait, c'est pas parce qu'on est boss, DJ, tout ce que vous voulez. Vous mettez tous les métiers que vous voulez, là, qui vous impressionnent, là, dans votre bulle. Vous les prenez. Et c'est pas, vous allez pas être moins que nous. On va pas être plus que vous. On n'est pas moins que vous non plus. On est égaux, les gars. Tout se passe bien. Chacun fait son taf. Chacun gagne sa vie. Et après, t'as vu, on se retrouve, on fait un date et tout va bien. Donc arrêtez de croire que vas-y elle m'impressionne, je sais pas quoi, c'est faux. Toi t'en penses quoi là? Parce que t'es le seul homme autour de cette table. En vrai, moi je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord que forcément c'est un petit peu impressionnant au début, mais il faut passer ce step là. Et moi par exemple tu m'as impressionné forcément quand je t'ai vu, mais au final je suis quand même venu te parler. Je t'ai quand même dit viens dans le podcast. Donc au final j'ai dépassé un peu cette crainte là, tu vois. Mais c'est quoi qui t'impressionne? C'est son talent? Parce que là, ouais, en vrai, son talent déjà, et je pense aussi, tu sais, le côté où en fait c'est pas habituel, donc si elle est là, c'est que forcément la go elle pèse, tu vois, et forcément ça t'impressionne parce que c'est pas commun, et je pense que ce qui n'est pas commun, forcément crée un peu de distance où tu te dis wow, mais moi je pense qu'il faut carrément passer cette barrière là, et moi c'est ce que j'ai fait d'ailleurs.
Bah, tu peux être fier de toi parce que Merci. en vrai, c'est une grande preuve de maturité du coup et d'honnêteté de dire que bah ouais. Enfin, tu vois, moi ça me touche grave. Hein, c'est que des mots d'amour. C'est que du love mais, ici. de ouf. Mais tu vois, au final, c'est pas plus mal parce que c'est l'univers et la force de chacun qui fera qu'on ira vers les gens ou qu'on n'ira pas. Toi, t'avais les épaules pour aller vers quelqu'un qui t'impressionnait, t'intimidait, peu importe le terme. Moi, en l'occurrence. Tu vois, toi, tu dis c'est le talent. Tu t'es dit, waouh, j'aime trop ce qu'elle fait. Si elle est là, c'est pas pour rien. Bah, je vais prendre mes couilles et je vais dire que j'aime bien ce qu'elle fait. Exactement. Il y a plein de gens qui s'arrêtent à l'étape 1 de tout ça là. Et il y a plein de gens qui s'arrêtent à l'étape 3. Il y a plein de gens qui vont pas jusqu'à moi. Et après, il y a des gens, tu sais pas d'où ils ont trouvé la puissance d'aller jusqu'à l'étape 8 alors qu'ils avaient pas la 1, la 2, la 3. Et ils arrivent devant toi comme des genoux avec un téléphone. Tu les as pas vus la soirée, tu sais même... Qui es-tu? T'étais où? Tu l'as pas vu dans la foule, tu l'as pas vu devant, tu l'as pas vu derrière au fumoir, tu l'as vu nulle part. Il sort comme un genou, ça montre un téléphone, la confiance. Donc il vient, il parle, il dit pas bonjour. Il dit pas bonjour. Ça. Tu viens me demander un truc, les 3 quarts de mes collègues, ils te calament même pas, ils te regardent pas, ils s'en battent, rien à faire. Ouais. Ils te laissent sur le côté comme ça, comme un rat mort là, rien à foutre. Tu peux rester 45 minutes. J'ai des collègues, tu peux rester 45 minutes devant eux, genre, pas le décrocher un regard. Et s'ils lèvent la tête, c'est pas pour toi. Après, toi, t'es là comme un con, mais t'attends ta musique peut-être, je sais pas. Les gens, ils ont la déterre aussi. Et beaucoup de gens ont du respect pour les artistes et les gens qui jouent de la musique et tout. Et d'autres, pas du tout. Ils sont un peu là, genre, ouais, mais toi, c'est moi qui te paye. Ah, parce que t'as bu 2 vodka Red Bull. C'est toi qui me paye. Viens, le parking, après. Tu vois et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont cette confiance-là alors qu'elle sort de nulle part. Et il y a des gens comme toi qui sont là en mode, bah, je sais pas trop. Et t'attends la 4e fois ou je sais pas à la combien t'es venu me voir pour me dire ouais, j'aime grave ce que tu fais, franchement, tu te dates ça me fait grave plaisir de venir, je te suis. Genre, Ouais. c'est des trucs qui fait fondre mon cœur, tu vois. Je te suis, j'ai pris sur Instagram. Allez-y, la follow, on va vous mettre toutes les informations en barre de on description. va Il vous faut que mettre vous allez la voir tout sur ça. Instagram, mais surtout, il faut que vous allez la voir en vrai si vous avez l'occasion. Alison, elle date ça. Et un truc que j'ai dit hier à Adrien, je disais, il y a des DJ, ils te calculent pas de toute la soirée, ils sont là dans leur truc et tout. Et toi, t'étais grave avec le public, grave avec les gens, et tu calcules les gens, et tu l'as dit, enfin, tu vois, et tu calcules les gens, et je trouve ça... en fait, t'es une lumière. Pour moi, t'es une lumière, genre, là, tu mets au milieu de la pièce, et il y a une... Et tu t'es scintilles. simplement une lumière, en Ouais. fait. Et pour moi, c'est là où t'as compris ce que c'est d'être un réel DJ. C'est-à-dire, genre, je mixe, je vous propose des sons, mais je suis avec vous. On n'est pas, Tout genre, à c'est fait. pas séparés, tu vois. C'est tellement rare que du coup, vu que toi tu le fais, tu sors du lot. Et c'est pour ça que moi je suis venu te voir. Alors, on parlait des hommes, on parlait de vodka Red Bull, on parlait de genoux, on parlait de mecs qui débarquent de nulle part. C'est parfait pour ma prochaine question. On est carrément dans le texte, dans le contexte. C'est que toi, aujourd'hui, t'es dans le monde de la nuit. On sait beaucoup que le monde de la nuit, c'est alcool, drogue, sexe parfois. Comment on fait quand on vit dans un milieu comme ça? Comment toi, tu gères ton rapport à toutes ces drogues-là, addictions-là? Les drogues, c'est pas mon monde, c'est pas... ça m'intéresse pas, et ça attire pas mes amis non plus. Donc je suis pas entouré par des gens qui vont... Et puis même si j'ai des potes qui consomment, ça va pas influer sur moi en fait. Ça, c'est loin de moi. L'alcool, ça c'est un autre sujet. Moi, j'apprécie même pas l'alcool. Mais j'aime bien l'ivresse. Et c'est chouette d'être ivre avec ses copains. Et le truc, c'est qu'il y a des soirs aussi, les soirs où les gens se permettent de venir parler ou alors de venir donner des suggestions que personne leur a demandé. On les connaît ces mecs-là, on les connaît. Et en fait, On les voit. Ces soirs-là, même si moi je décide de pas boire, il y a un moment, le fossé entre eux et moi se creuse. Et plus il se creuse, moins j'ai de patience. Et encore, je vous dis, j'ai trop de chance, principalement, vraiment sur 10 soirées. Et il y en a 8 où on me demande pas une musique. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et parce que, comme vous dites, je fais la soirée avec vous, en fait. Je suis là avec vous. Le son, il me saoule en même temps que vous. Moi, je fais partie des gens qui laissent les sons un petit peu plus que 30 secondes parce que j'aime m'enjailler dessus. Et parfois, ma partie préférée du son, c'est le deuxième couplet. Donc, je vais l'attendre. Je pars du principe que les gens, ils sont comme moi. Donc, je vis la soirée avec les gens. Donc, je suis au même rythme que tout le monde. Même si tout le monde est éclaté, rabat shabat, et que moi, je suis sobre derrière mes platines. En fait, dans l'établissement où je travaille, je suis pas loin, en fait. C'est pas comme si j'étais
dans un coin ou un peu isolé et que, tu vois, je suis dans mon monde. Je suis dans mon monde. Je suis à 45 millimètres du monde des autres. S'ils veulent, ils s'appuient sur mon meuble de DJ pour remettre leurs chaussures. Genre en mode, ouais, c'est moi. Ça sent le vécu à mort. Ça sent le vécu de fou. Là, c'est moi. Tu vois, là, tu t'as juste appuyé sur moi. Tu vois? Bon, dans ces cas-là, c'est un petit peu chaud d'être, tu vois, quand ils vont venir te parler, mais t'as envie de les renvoyer dans leurs 22 mètres direct, tu vois. Donc ça, c'est un petit peu difficile à équilibrer. Mes patrons, ils préféraient qu'aucun de nous boive au travail. La majorité de mes collègues boivent pas au travail. Moi, je suis passé de... Je sais pas trop ce que je fais, du coup, c'est un petit peu délicat. Parfois, je buvais un petit peu, parfois un petit peu plus. Et là, j'ai décidé que, en fait, comme j'en ai pas envie ni besoin à chaque fois, je fais sans. Si jamais, à un moment, la soirée, c'est genre, waouh, là, tu vas avoir envie de taper ta tête contre les murs dans pas longtemps. Je vais demander un verre. J'essaie de les esquiver. Et sinon, quand mes copains viennent et qu'ils veulent boire un shooter, je bois un shooter avec eux. Mais j'ai de la chance, j'ai des gens intelligents autour de moi. Mes amis sont intelligents, ils m'entendent quand je parle. Et quand je leur dis j'essaye de freiner et tout, ils me respectent, ils m'écoutent. Et il y en aura toujours un qui aura envie de prendre un shooter quand même. Et c'est pas grave, je le prendrai avec plaisir. Mais... Globalement, en fait, tu gères un peu ta distance avec ces addictions-là. Parfois, tu vas boire un peu, c'est un équilibre. J'ai l'impression que c'est ça. Comme dans tout. Et je vais avoir une question qui est pas du tout c'est comment, mais que forcément on s'est posé avec Cassie, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se posent cette question. Vous qui nous regardez, vous vous demandez sûrement, je vais être très cash, mais combien on gagne quand on est DJ? Alors ça dépend de tout. Tu peux nous donner une fourchette large si tu veux, mais juste pour qu'on ait une idée, parce que moi j'arrive pas à m'imaginer, tu vois. Je sais pas si on est plus proche des 2000 ou des 6000, tu vois. Alors encore une fois, c'est pour ça que ça dépend vraiment de tout. En fait, ça dépend de comment, si c'est toi qui te vends seul, si t'as une équipe de... Comme moi, j'ai une boîte de booking. J'ai pas d'exclusivité, mais j'ai une boîte de booking qui s'occupe de meubler mon emploi du temps et tout. Ça dépend de comment ça se passe, qui tu es, comment tu commences. Il y a des gens qui commencent leurs 3 premières années de mix, ils mixent gratos. Ils prennent pas 1 euro. Il y en a certains qui prennent 70 balles la soirée, il y a des gens qui prennent 150 balles la soirée, il y a des gens qui prennent 2000 euros la soirée. Il y a de tout. Ça dépend de ton client, ça dépend du budget, ça dépend de tout. C'est important de choisir... un tarif en dessous duquel tu descendras pas comme dans tous les métiers. Parce que sinon, tu vois, sauf si c'est pour des amis ou c'est personnel, je mixe gratos pour mes potes quand ils veulent. Ils m'appellent, je me pointe. Mais à partir du moment où on travaille et on me demande d'être quelque part à telle heure et de finir à telle heure et qu'il y a des restrictions, mais s'il y a des restrictions, il faut me payer. Et à partir de là, du coup, tout travail mérite salaire. Du coup, ça dépend de comment ça se passe. Si t'es seul, si t'es en équipe avec une boîte de booking, ça dépend de tout. Si t'es auto-entrepreneur, si t'es intermittent du spectacle, si t'es au stade où tu fais payer tes dates ou si t'es encore au début où tu sais pas trop comment expliquer à quelqu'un que je vais pas faire ça gratuitement, en fait. J'aimerais de l'argent. Ça dépend pour tout, mais le DJ dont j'ai entendu parler, qui est français et qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de thunes, il prend 3005 la soirée. La soirée. Et c'est pas David Guetta, c'est pas Bob Sinclair. Ces mecs-là, ils prennent 50 000 euros les 30 minutes. Et il y a des gens qui bossent pour 70 balles. Donc tu peux te faire un mois à 1000 et un mois à 300 000, je suppose. Oui. Et 300 000, je dis des conneries. Bob Sinclair et David Guetta, ils font vachement plus que ça. Ça, c'est sans parler les droits de musique et tout ça. Mais genre, des gens comme nous, des moldus. Oui, on va dire ça. Qui vivent dans le monde. Ouais, je pense... dépendamment de... Si t'as un job sur le côté, si c'est ton seul job, ça dépend du temps que t'as accordé à tout ça. Si t'arrives à te vendre 100 balles ta date, 100 balles dans ta poche et que t'en fais 8, t'auras 800 balles. Si tu te vends 300 euros la soirée et que t'en fais 8, c'est pas 800 balles que t'auras. Donc ça dépend de tout. Je pense que tu peux aller de 800 à 5000 balles dans les grandes lignes. Ok. En trouvant des contrats, des gens qui ont envie de t'employer et tout. Après, tu peux aller beaucoup plus loin. Moi, je voudrais aller jusqu'à ce qu'on n'ait pas assez, nous tous, pour compter les zéros. Tu vois. Ok, très clair. Ils vont être contents. Ils vont être contents, ils ont une réponse approximative. Et du coup, quand on est dans le monde de la nuit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'allais me faire? On repasse sur les questions, c'est comment? On repasse sur... Voilà, mais justement, j'allais revenir sur une question grave, c'est comment? Let's go. J'allais dire, quand on est dans le monde de la nuit, quand on est DJ, on est carrément
décalé avec le monde réel, parce que la journée, quand les gens sont debout, quand les gens ont travaillé, nous on dort, ou en tout cas on fait d'autres choses parce que notre vrai boulot c'est la nuit. Comment toi tu gères ton décalage avec la société? Est-ce que des fois tu te sens un peu paumé? Est-ce que tu te sens perdu, différente des autres? Non. Enfin, quand je le fais, c'est pas pour ces raisons-là. Mais genre, je me sens souvent différente des autres et tout, mais c'est même pas à cause de ça. En fait, moi, comme tout le monde, on apprend à se connaître chacun, et après, on essaye d'en tirer le meilleur, ouais. Bon, je peux me faire violence avec le sommeil. C'est une qualité que j'ai décidé que c'était une qualité pour moi. Ça veut dire que, bon, bah, je fais une semaine mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je taffe 22h, 6h. J'arrive chez moi, 7h. Moi, en plus, j'ai ce petit sentiment interne de si je me réveille après midi ou 13h, là, c'est un échec. Ma vie est nulle, on peut mourir aujourd'hui, ça sert plus à rien. La journée, elle est finie, baisée, ça y est. C'est terminé. Et en fait, genre, c'est littéralement comme ça que je me ressens. Et genre même, le pire, c'est s'il fait beau dehors. Ah, quand je me réveille, en il est été, 15h, c'est dur. il fait beau. Ah, en été, c'est terrible quand tu rentres de boîte et que tu te lèves, il est genre 16h, soleil plein, et tu te dis ma journée elle est finie. Et la culpabilité, tellement c'est putain, j'aurais pu faire tellement de trucs. Tellement. Je suis tellement content qu'on en parle. Alors que si t'avais été réveillé, t'aurais rien fait. Mais, tu vois, ce sentiment-là, bah, du coup, j'essaie de l'équilibrer. Si je fais mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je vais rentrer chez moi le dimanche. Donc, parce que du coup, j'habite entre deux villes. Et j'ai un peu de route pour rentrer dans la deuxième. C'est moi qui décide de rentrer dans la deuxième. Je suis pas obligé. Bref. Je fais la route. J'arrive chez moi le dimanche entre 20h, 22h. Parfois, je rentre le lundi. Parfois, je bosse le dimanche. Ça dépend. Il faut que je fasse comme si je revenais de Malaisie. Je vais pousser mon sommeil au plus tard. Je vais le pousser jusqu'à genre... Mais je suis fatigué à ce moment-là. Moi, je me suis obligé, du coup, comme je vous ai dit, à ne pas dormir après midi 13h. Alors que je me suis couché à 7. Donc là, je suis déjà en manque de sommeil. Le soir, je rallonge le manque pour être sûr de tomber. Et quand je tombe à 1h du matin, je me réveille à 9h le lendemain. Et ma semaine, elle est normale. Je suis un être humain normal. Je fais des trucs normaux. Je reçois mes potes. Je cuisine pour moi. Je m'occupe de mon chat. Je m'occupe de mon jardin. Je lis des livres. Je fais de la prod. Je suis dans mon studio. Je fais des courses. Je fais des bails. Donc, une meuf normale, quoi. Une meuf normale. Une meuf totalement normale. Une meuf normale qui achète des sacs de courses à chaque fois parce qu'elle est oubliée à la maison. Voilà. Ouais, c'est bon. On est bien dans la meuf normale. Ouais. Et voilà. Et la meuf normale, bah, si sa semaine elle reprend le mercredi, eh ben, elle va être normale. Réveil entre. En vrai de vrai, en plus, j'ai un chat qui est. Il a une forte personnalité. Il a des choses à dire à 6h03 le matin. Il a des choses à dire à 2h08 aussi. Gros big up au chat d'Alison. Il s'appelle Gizmo. C'est le G.O.G. Tout le monde le connaît dans mon entourage. Et ouais. Et Gizzy, il a des choses à dire. Donc, il me réveille généralement. Le premier moment où je vais ouvrir les yeux, ce sera genre 7h du mat. Peu importe l'heure à laquelle je me suis ouverte. Je me suis réveillée. Endormie, pardon. Et du coup, comme tout le monde, le pipi de « Ah, je me réveille ». Après... C'est avec le temps, finalement, avec l'expérience que tu as appris à ajuster tous ces compteurs-là. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, tu arrives à dealer avec cette vie-là et à pas être déconnecté. On parle du temps qui passe. Moi, j'avais une avant-dernière question, avant de passer à la fameuse question « c'est comment ?» qui est comment on gère son rapport au temps qui passe quand on est DJ. Je vais aller un peu plus loin que ça. Je vais même te dire, tu te vois où dans 10 ans? Est-ce que tu te vois encore faire du mix dans 10, même voire 20 ans? Comment on gère son rapport à la vieillesse au temps qui passe quand on est DJ? Parce que c'est quand même un métier, un boulot de jeune, tu vois. On a reçu dans C'est comment, d'ailleurs, Barouya, c'était l'épisode C'est comment d'être un rappeur, que vous pouvez aller voir d'ailleurs. Non. Faux. C'est comment d'essayer de percer dans le rap. Merci. De rien. On est corporate chez C'est comment. On est pointilleux chez C'est comment. Et notre Barouya, notre ami rappeur, il nous disait le rap, c'est une musique de jeunes. Je me vois pas faire du rap encore pendant 20-30 ans. Je vais faire de la musique, mais ce sera peut-être autre chose que du rap. Est-ce que toi, tu te vas encore mixer dans 20 ans? Est-ce qu'on peut tenir sur la durée? En vrai, mon but, c'est d'être en bonne santé, d'aller jusqu'au bout de ma vie au max et tout. Donc, je me permets de vous dire que ouais, je pense que je mixerai encore. Je pense pas que ce sera toujours mon métier principal et le truc qui me rapporte de l'argent en premier, je pense. Parce que je sais pas, je pense que si je veux, j'y arriverai, mais je sais pas si j'assumerai les 6h, 7h de mix non-stop. Là, j'ai 30 ans, à 50 ans, je suis pas sûr. Faire des sets DJ guest de 2h, 4h, grave. 6-7, je sais pas.
J'espère vraiment, enfin, c'est pas j'espère, je vais tout faire pour nous amener, moi et ma carrière, là où je pense on mérite d'être et faire les trucs pour. Franchement, à 50 ans, moi, je vais toujours Tu aux soirées vois. d'Alison. Moi, j'espère. On Moi, sera j'ai là zooké. des T'as vu, ouf. on va pas zooker 6 heures. On va zooker 2 heures. 2 T'as heures, vu, on parce va que, tout donner. tu vois, mais en vrai, on y va. Non, mais en vrai, j'espère que je verrai toujours vos bouilles à mes soirées. Ah bah ça, Franchement, en Vous m'amènerez vos 2050, enfants, comme ça, vous serez genre, regarde la table. en 2050, on zookera les gars. Rendez-vous en 2050. Souvenez-vous de cette vidéo. On sera là, barbe DJ blanche, on sera là. Tassouman. Ah, DJ Tassouman, on sera là encore. Franchement, ouais. Franchement. Et puis peut-être tu vas te renouveler, tu vas peut-être être DJ dans des événements, tu sais. Il va y avoir tous les mariages, là, les... tout ça, là. Tout ça, là, les trucs Tout relous ça, là. les trucs relous, là, quand on prend de l'âge et tout, que les gens, ils font tout ça. Donc en vrai, tu vas te renouveler. Il y aura toujours quelque J'ai chose. l'impression qu'elle a un peu la même réponse que Barouya finalement, qui dit bah ok, peut-être j'arrêterai le rap, mais je ferai autre chose. Mais en tout cas, le cœur de la musique, la passion, ça te quittera jamais finalement. Non. On va passer à la dernière question. Bah, il sait comment pour conclure cet épisode qui est ma foi très formidable. Avec une invitée hors pair. Est-ce qu'il y a une salle de concert ou un endroit où t'adorerais mixer? Il faut que tu m'en cites un là rapidement. Il y a un hôtel à Bali qui s'appelle The Edge. Ok. Et genre, il est accroché à une falaise. Et du coup, la vue est... Bon, je sais pas si c'est la plus belle vue du monde, parce que je ne suis pas allé partout. J'ai quand même pas mal voyagé. Et avoir carte blanche pour mettre ce que je veux, avec vue sur genre 14 piscines à débordement qui elles-mêmes vont vers la mer. Et c'est des piscines qui n'ont pas de fond opaque. C'est transparent, tu vois en dessous, c'est en verre. Incroyable. Ouais. The Genre Edge. mixer au-dessus des choses comme ça. Et avoir tout ça. Moi, j'aime l'eau, j'aime les vacances, j'aime quand il fait beau, j'aime quand il fait chaud. Il y a plein de gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment quand il fait froid. Moi, j'aime quand c'est étouffant. Tu vois. Et du coup, ouais, tout ça mélangé, mixé, carte blanche, faire ce que je veux, faire danser des gens qui sont juste heureux d'être là. C'est à ce stade, ces gens-là, ils s'en foutent de ce que tu mets. Ils sont Donc, au max, là. Tu vois, Ouais. ils s'en foutent. Ils vont te féliciter, ils aiment même pas, ils vont te dire. Ils s'en foutent. Du coup, elle va à The Du coup, Edge, elle va à The Edge. Ok, très bien. T'es à The Edge. à Bali. C'est plein à craquer, soleil plein, soirée de malade, enfin fin de journée, soirée de malade, les gens ils sont là, ils kiffent, tu mets le son à fond, mais d'un coup, il y a une panne d'électricité, il n'y a plus de son. Ok, il n'y a plus de son. Et là, tu vas mourir dans 1 minute. On te dit, ok Alison, là tu meurs dans 1 minute pile. Il est 23h59. Tu meurs dans 1 minute pile et tu dois prendre le micro et dire aux gens, ce que j'ai retenu de la vie, c'est ça. Moi, ma plus grande leçon, ma plus grande philosophie en tant que ACG, c'est ça. Qu'est-ce que je leur dirais? 60 secondes. T'as 60 secondes pile. Ça va commencer là. La question, on est dans la piscine, on attend là. Comme par hasard, c'est sur pile en plus. Qu'est-ce que je leur dirais? Je vais mourir dans 1 minute. Dans 1 minute. Bah là, 50 secondes du coup. Oubliez pas de nourrir mon chat. Je crois que c'est la meilleure réponse qu'on a jamais eue. Oubliez pas Gizzy, s'il vous plaît. Ce que j'ai retenu de la vie, c'est mon chat. C'est le chat. Mais parce que si t'oublies de le nourrir, il va te le rappeler. Il va vraiment il va te- Non, en vrai de vrai. Avec un peu de recul, si je réfléchis un petit peu. Sur le parcours que t'as eu, la vie que t'as eu, c'est quoi la philosophie que t'aurais attirée aujourd'hui? Parce que t'as quand même une vie qui est dingue. Je pense qu'il y a peut-être une seule chose qui ressort de tout ça, c'est quoi? En vrai, c'est l'amour à tous les niveaux. C'est le plus important pour moi. C'est ce qu'on m'a transmis le plus. C'est ce qui s'avère être le plus important dans la vie de tout le monde, même de ceux qui veulent pas l'admettre. Que ça vienne de ta famille, de tes amis, de la personne dont tu es amoureuse, peu importe. L'amour, c'est trop important. Parce que les gens, ils oublieront toujours tout, mais ils oublieront jamais comment tu les as fait sentir. Jamais. C'est le seul truc qu'ils se souviendront. On n'a que des souvenirs à la fin. Quand on est vieux et croulant et tout, qu'on a besoin d'objets pour avancer, là, ben, il reste que des souvenirs, en fait. Et parfois, t'as du mal à te souvenir. Moi, j'ai perdu ma maman il y a 8 ans et parfois, je suis là genre, merde, est-ce que je me souviens de sa voix? Et je me souviens qu'après, en fait, en 2024, j'ai des messages vocaux que j'ai gardés et du coup, je peux les réécouter. Donc, je peux me souvenir de la voix de ma mère si je veux. Mais peut-être, moi, je serais vieille et je pourrais plus me souvenir de la voix des gens que j'aime ou de leur visage. Peut-être ils seront plus là, peut-être ils seront encore avec moi, peut-être ils seront plus là. Mais tout ce qui me restera, c'est des dingueries qu'ils ont dit, qui m'ont fait marrer ou des moments précieux où on s'est déclaré à quel point on s'aimait, que ce soit amical ou amoureux, encore une fois, ou même familial. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que... Tu vois, tu regardes les gens en soirée quand tu mixes et tout. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que de voir que ce que je donne, il arrive comme je l'ai envoyé. Voir que
C'est que de la musique. Et je les connais pas, les gens. Moi, j'ai rien d'autre que de l'amour pour vous. En vrai, faut pas trop me tester parce qu'il y a d'autres trucs dans le sac. Mais j'ai que de l'amour pour vous. Tu vois, j'ai pour seul but de moi être heureuse, de moi me rendre heureuse à hauteur de ce que je peux. Et pour ce que je peux pas moi-même, je me suis vraiment entourée de gens incroyables qui déversent de l'amour encore. Et je pense que moi, mes parents, ils ont tellement fait ça que moi, je fais ça. Ça ressort. Et Donc, j'ai que ça pour les gens. Que du love finalement. Que du love. Et les gens qui m'ont bien traité, qui m'ont fait me sentir spécial, qui m'ont soutenu, qui m'ont peu importe, qui m'ont juste aimé, qui m'ont trouvé rigolote, peu importe. Et je me souviendrai toujours de comment je me suis senti avec eux. Ça ne changera rien pour moi. Et c'est pour ça, c'est important pour moi de laisser une trace positive, si je peux. Si je peux pas, bah, autant pas en laisser, en vrai. Mais si je peux, autant qu'elle soit là. J'adore. C'est validé fort. C'est validé. Je te laisse conclure. Je vais conclure en vous disant que je n'ai rien à ajouter à ce que Alison, a.k.a. ACG, nous a dit. Je suis d'accord, plein d'amour. Ça se sent que tu as plein d'amour à donner, que tu as reçu plein d'amour. C'est chouette, malgré ton parcours tumultueux, je devrais dire. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter, tu veux dire à nos auditeurs, auditrices? À part, retrouvez-la sur Instagram, allez la voir mixer. C'est une belle personne, j'adore, je suis fan. Let's go, quoi. Je vous remercie de m'avoir invité. Avec plaisir. Vous savez pas, mais moi, je vais me taper des crêpes, là. Et des cookies. Et des cookies. Et ouais, non, c'était super pour moi d'être invité ici. Je vous remercie grave de vous intéresser à ma vie, à ce que je peux avoir à dire dessus. Donc, ouais, c'était un privilège. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Et venez. Bien sûr, oui. Bien sûr, on sera là aux prochaines soirées. J'étais déjà là celle d'avant, puis mamie, je la sors quand je peux. Clairement. Mon dinosaure, je le sors quand je peux, ok? Exactement. Donc, si vous voulez du contenu de qualité, n'hésitez pas à follow C'est Comment, le dinosaure et son compatriote préféré. On vous donnera que du love, comme Alison, c'est que du love, voilà. Donc, on est dispo sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, les plateformes de streaming. Vous connaissez la chanson. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Donc voilà, je vous remercie. On espère que cet épisode... On y va. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h pour un nouvel épisode. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao. Ciao.